pendant plusieurs années eu une instruction qu'on peut dire avoir été à charge, totalement. Et puis, 2 procès pour la même chose, mais bon, il y en a eu 2, auxquels je n'ai pas assisté parce que, comme vous le savez, j'ai été à ce moment-là fatigué, j'ai fait une espèce de burn-out. Et puis des décisions qui sont du jamais vu. On peut dire que ce sont des décisions d'exception. C'est-à-dire, pour résumer, la détention immédiate pour Patrick. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une affaire de, certes, fraude fiscale, mais qu'elle est personnelle sur des biens patrimoniaux et familiaux pour tous les deux, qu'il n'y a pas eu 1 centime d'argent public, que ça ne concerne pas la ville, qu'il n'y a pas eu de détournement de fonds, de corruption, il y a même eu une relaxe sur la corruption, et une détention immédiate, alors que nous n'avons cessé de répéter que, après le procès, Patrick avait eu des problèmes de santé importants au point de finir aux urgences de Pompidou, sous morphine. Bien. Le résultat de tout ça, c'est qu'il a été hospitalisé à Cochin, où il est depuis presque une semaine. Et puis aujourd'hui, que voit-on? Un parquet. Nous savions que nous aurions une peine d'inéligibilité, mais l'inéligibilité, qui est aussi difficile à supporter qu'à prononcer, est effective après les recours à la Cour de cassation. Eh bien là, vous avez un avocat général qui demande une peine d'inéligibilité immédiate. Bien. Ça ne s'est jamais vu. Il y a eu un cas en France, je crois, en Outre-mer. Vous vérifierez, certainement les juristes qui vous le confirmeront. Et ce cas a existé pour un problème de détournement de fonds, ce qui n'est pas le cas ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la justice veut se payer les Balkany? Alors, ajoutez à ça, je ne vous le fais pas dire. Je ne vais pas dire que vous reflétez ma pensée, mais vous voyez que spontanément, vous le présumez. Ajoutez à ça, à ces réquisitions, le fait que la Cour d'appel a dit qu'elle donnerait son délibéré le 4 mars. Je vous rappelle que les dépôts de candidature aux municipales sont 15 jours avant les élections municipales et qu'au 28 février, toutes les listes doivent être enregistrées et validées par la préfecture. Donc vous ne me ferez pas penser que ce délibéré est un hasard. Je pense que les magistrats sont suffisamment avertis de la législation, et notamment du code électoral, pour le savoir. Donc, ce n'est pas par hasard. Donc, oui, aujourd'hui, je vous le dis, jusqu'à présent, je ne l'ai pas dit, et quelles qu'en soient les conséquences, et même si la Cour doit être froissée, je pense que là, il y a objectivement la volonté de nous empêcher de nous présenter aux élections municipales. Et je pense que c'est assez grave parce que nous sommes dans une démocratie et j'ai toujours pensé que le suffrage universel était au-dessus de tout. C'est l'expression du peuple, c'est l'expression des citoyens français, c'est l'expression des habitants de Levallois qui sont des électeurs comme tous les autres. Alors voilà, nous avons pris cette décision, pourquoi? Parce que nous ne voulons pas, nous avons toujours dit qu'il y aurait une liste de la majorité municipale. Cette liste est désormais constituée, la tête de liste a été choisie et déterminée par la majorité municipale. Il s'agit d'Agnès Potier-Dumas, qui était actuellement directrice de cabinet de mon époux, qui est une jeune femme avec une extrême compétence,
Et le second de liste sera David Xavier Weiss, qui est déjà adjoint au maire. Et ensuite, il y aura les élus actuels de la majorité municipale. Madame Mais comptez-vous être sur cette liste? Est-ce que vous comptez figurer sur cette liste? non, mais excusez-moi, mais la froidure m'a un peu... bon, non, mais c'est pas le problème. Le problème, c'est que nous ne laissions pas cette ville à... Nous sommes suffisamment responsables. Nous avons consacré notre vie à cette ville. Ça fait très exactement 36 ans que nous travaillons dans cette ville, que nous travaillons pour les Levalloisiens. Nous n'allons pas laisser cette ville à des incompétents. Or, nous connaissons les autres têtes de liste. Et je vous l'affirme, ce sont des incompétents. Alors, les uns, par jeunesse, c'est parce qu'ils débarquent à Levallois, mais avec des étiquettes, paraît-il, à la mode. Les autres, mais ce sont des incompétents, ils n'ont jamais été élus. Alors que nous avons une liste de la majorité municipale, que nous avions déjà, que Patrick avait déjà fortement renouvelé en 2014, avec ce mélange qui est la condition absolue d'une bonne gestion, c'est-à-dire des jeunes qui ont des idées, qui sont, je dirais, dans l'air du temps, et puis d'autres élus plus chevronnés, d'un âge plus conséquent, qui eux ont l'expérience et qui surtout ont le temps. Car voyez-vous, nous nous en sommes aperçus, nous avions énormément de jeunes sur notre liste en 2014, et beaucoup sont partis, pourquoi? Parce que ce sont des bons. Alors, ils ont une vie professionnelle qui évolue, ils ont des promotions, ils sont mutés ailleurs, etc. Donc il faut ce mélange harmonieux des deux. Vous ne pouvez pas, sur une ville de 66 000 habitants, avec des services aussi excellents que les nôtres à Levallois, ne mettre que des jeunes qui ne connaissent pas du tout la gestion d'une ville, ou que des personnes trop âgées, qui, elles, ne vont pas peut-être aussi vite que les jeunes habitants de la ville. Voilà, donc c'est un harmonieux mélange des deux. Je vous pose la question froide, justement. Voilà, la question froide. La question froide. La question froide, c'est est-ce que vous serez sur cette liste ou pas? Mais non, mais attendez, on vient de vous dire qu'on n'était pas candidat. Bon, on verra. Non, mais attendez, non, il y a une liste de la majorité municipale. Voilà, pour l'instant, elle est conduite par Agnès Potier-Dumas, suivie de David Xavier Weiss, et je l'espère en troisième position de notre conseillère régionale, Sophie Deschiens. Voilà. Sans vous. Et puis les autres. Mais je ne vais pas vous citer les 49. Sans vous. Hein, voilà. Vous voulez pas le dire, en fait? Mais c'est pas que je veux pas le dire. Non, mais vous y songez ou pas? Est-ce que vous y réfléchissez? Écoutez, vous voulez que je sois très franche pour vous arrêtiez de me harceler. En tout cas, cette liste, nous la soutiendrons. Nous la soutiendrons de tout notre cœur. Nous la soutiendrons activement parce que je vous rappelle quand même que le maire est maire jusqu'à la fin de son mandat et que je suis maire par intérim jusqu'à la fin du mandat. C'est-à-dire jusqu'au mois de mars. Donc, comme vous me voyez, ce soir, je vous ai fait rentrer, peut-être que j'ai eu pitié de vous qui étiez dans la froidure, mais je suis au boulot. Voilà. Cette décision, comment il l'a vécue, votre mari? Ce qui le choque lui aussi, c'est la confiscation du suffrage universel. Est-ce que c'est le rôle? Alors, vous comprenez, ça m'a frappé ce matin, quand l'avocate générale a dit oui, c'est vrai, non, nous ne sommes pas là pour faire un exemple. D'accord, ok, c'est très bien, effectivement, la justice n'est pas forcément là pour faire des exemples, mais elle n'est pas non plus forcément là pour faire en sorte que le suffrage universel ne puisse pas s'exercer. C'est une réelle confiscation du suffrage universel. Parce qu'à la limite, pourquoi? Nous le savions, je vous le répète, nous le savions qu'il y aurait une inéligibilité. Mais pourquoi ne pas laisser les Levalloisiens choisir l'équipe qu'ils veulent mettre en place pour diriger la ville? Et puis ensuite, nous serions partis tranquillement à la retraite. J'imagine que c'est un crève-cœur pour votre mari, cette décision ce soir. Bien sûr que c'est un crève-cœur. Bien sûr que c'est un crève-cœur, mais il fait passer, avant ses sentiments personnels, il fait passer l'intérêt de cette ville à laquelle il a consacré toute sa vie. Et je crois que les uns et les autres, comme par
vous avez découvert récemment le Valois, vous n'y veniez pas si souvent, mais je vous ai beaucoup vu ces derniers temps, et je pense que vous avez pu découvrir que effectivement, le Valois, c'est toute la vie de mon mari, mais que les Levalloisiens aussi ont une affection pour lui qui est vraiment très particulièrement forte. Et c'est évidemment un crève-cœur. En plus, il est dans un hôpital. Voilà. Est-ce qu'il a pu parler à ses adjoints par téléphone peut-être? Oui. Tout à l'heure? Tout à l'heure, il nous a appelés. Il n'y a pas de téléphone dans sa chambre, mais il peut aller téléphoner. Parce que vous savez il ne se passe rien en France actuellement. Et l'hospitalisation de mon mari mobilise des forces de l'ordre conséquentes, puisqu'il y a 3 policiers nuit et jour qui sont devant sa chambre, où il lui viendrait de faire de s'échapper avec sa perfusion, avec son petit chariot de perfusion sous le bras, ce qui veut dire que ça fait 9 policiers mobilisés pour garder un monsieur de 71 ans malade et perfusé. Bon, c'est tout, je vous le dis. Et donc, avec ces charmants policiers, d'ailleurs, que je plains quelque part, parce que je pense qu'eux-mêmes se trouveraient plus utiles ailleurs, eh bien, il peut aller téléphoner dans un bureau. Et il m'a téléphoné ce soir, et donc, voilà, nous étions tous les 15, nous étions les 15 adjoints, et il leur a simplement dit, voilà, je vous souhaite bonne chance et vous allez gagner.